propose de commencer cet exposé. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Nikolai Tsvetkov de CY Sergi Paris University, qui va nous parler d'EDP, de résoudre des EDP non linéaires en présence de peu de régularité. En présence de quoi? De peu de régularité aléatoire. Comment tu veux traduire? C'est toi qui vas traduire. Un aléa de peu de régularité. C'est ça. D'aléa singulier. D'aléa, voilà. C'est mieux dit. Nikolai, c'est à toi. Nous t'écoutons. Ok, merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir d'être à Paris 6. En fait, maintenant, c'est pas Paris 6. Je commence déjà très bien. Sorbonne, c'est ça? Sorbonne University. Moi, je suis vraiment la vieille école. J'appelle toujours Leningrad, Saint-Pétersbourg. Vous voyez, c'est vraiment. Donc, pardon. Donc, à Sorbonne University. Et donc, je vais vous parler en fait d'un travail qui est en fait basé sur un petit article que je vais rédiger dans la Gazette des mathématiciens. Donc, c'est vraiment tiré de cet article. Et donc, qu'est-ce que je vais essayer de vous faire, de vous présenter? Donc, je vais essayer de... C'est moi qui fais ça? Non, c'est moi. Donc, je vais présenter en fait, je vais essayer de vous présenter des résultats pour construire des solutions à régularité faible, des EDP non linéaires qui dépendent d'un paramètre aléatoire. Donc, en gros, c'est ça le cadre général. Et en fait, je vais présenter cela dans le contexte des équations des ondes surtout, mais aussi dans le contexte de l'équation de Schrödinger et aussi de l'équation de la chaleur. Et en fait, les motivations pour ces études sont multiples. Il se trouve quand même qu'à la fin, que les résultats qu'on obtient sont très, très semblables dans ce qui concerne leur énoncé. Et donc, je vais essayer de vous donner plusieurs énoncés, des vrais énoncés. Donc, je vais essayer de vous convaincre qu'ils sont essentiellement les mêmes comme type de résultat. Et ce qui est encore plus intéressant, en fait, il se trouve que les méthodes qui mènent vers ce genre de résultats sont conceptuellement très proches. Et s'il me reste un peu de temps à la fin, je vais essayer de parler aussi de ces méthodes. Dans un premier temps de l'exposé, en fait, je vais essayer de vous présenter en fait quelques résultats avec des preuves en fait qui consistent en fait à des effets aléatoires dans des études d'analyse comme le type exjection de Sobolev ou produit de distribution, des choses en EDP, on est très familier. Et donc, je vais essayer de vous montrer que dans ce genre de questions, l'aléa peut jouer un rôle important pour améliorer certaines propriétés, certains résultats. Et donc, dans mon exposé, les séries de Fourier multiples vont jouer un rôle important, donc je vais rapidement les rappeler. Donc, je vais noter par TD le tore dimension D. Et en fait, si on fixe une fonction de classe C infinie sur ce tore, puisqu'elle est de classe C infinie, on peut classiquement la décomposer comme une série de Fourier, comme une telle somme, une superposition des exponentielles. Et les coefficients de Fourier sont des objets qui sont bien définis et sont définis comme les intégrales contre les exponentielles avec un signe moins. Et donc, cette décomposition, lorsque la fonction de classe infinie a lieu au sens de convergence uniforme avec toutes les dérivées. Et donc, je tire votre attention que le coefficient de Fourier 0, il joue un rôle particulier. Donc, en fait, il est égal à la moyenne de la fonction. C'est juste l'intégrale de la fonction. Donc voilà, je rappelle ce que c'est les séries de Fourier. Comme il y aura beaucoup de séries de Fourier dans mon exposé, je vous rappelle ça. Ensuite, j'aimerais rappeler la définition. Donc, ensuite, je vais rappeler ce que c'est les espaces de Sobolev sur le tore. Donc, il y a, comme vous le savez très bien, il y a deux manières de les définir, soit en termes de la décomposition de Fourier, soit en termes des dérivés dans l'espace physique. Je vais rapidement rappeler les deux. Donc, étant donné un point de RD, on note cet objet va beaucoup apparaître dans mon exposé, pour ça je le rappelle. Donc, ce qu'on appelle le crochet japonais. Donc, c'est presque le module euclidien de ce vecteur, juste en ajoutant 1 pour faire en sorte qu'un 0 c'est pas singulier. Donc, ça c'est la notation de crochet japonais. Et donc, du coup, les normes. Donc, je vous rappelle que je suis parti d'une fonction f de classe C infinie. Donc, on sait que pour ces fonctions-là, les coefficients de Fourier sont en décroissance rapide. Et en fait, on pourrait définir la norme Sobolev de cette fonction de classe C infinie comme la somme des coefficients au carré, des coefficients de Fourier au carré, qui sont multipliés par un poids qui justement dépend de S et qui mesure la régularité de la fonction que j'ai prise. Donc, ça, c'est la manière de définir les espaces de Sobolev avec le transformé de Fourier. Et on pourrait aussi, au moins pour des entiers,
définir aussi des espaces de Sobolev comme en fait la somme des dérivés jusqu'à ordre S de la fonction dans Z. Ou les dérivés, ce sont les dérivés partiels d'une fonction de RD. Et donc, ces deux définitions sont équivalentes parce que ça donne de normes équivalentes. Et on remarque que pour S égale à 0, ces poids-là ne sont pas là. Et donc, finalement, par l'identité de Parseval, on voit qu'en fait, il s'agit de la norme L2 qu'on retrouve. Et donc, finalement, la norme de Sobolev H0, c'est la norme L2. Jusqu'à présent, on a défini les normes Sobolev pour des fonctions de classe C infinie. Et ensuite, on pourrait l'étendre par un procédé de complétude. On peut compléter par rapport à cette norme les fonctions de classe C infinie. On obtient l'espace de Sobolev. Et lorsque S est positif, c'est de vraies fonctions, mais si S est négatif, ça devient des distributions. Et donc maintenant, une fois avoir rappelé la définition d'un espace de Sobolev et d'une série de Fourier, j'aimerais vous parler de deux effets probabilistes dans des études d'analyse. Donc la première, ce serait une amélioration presque sûre de l'injection de Sobolev. Voilà, donc là, on va parler des effets probabilistes dans des questions d'analyse je dirais fine. Donc, analyse fine, ce serait quoi? Injection de Sobolev et produit des distributions. Quelque chose qui nous tient au cœur quand on fait des EDP. Donc, la première chose, ce sera les effets probabilistes pour l'injection de Sobolev. Donc, je vais d'abord vous parler des améliorations presque sûres des injections de Sobolev. Donc, à cet effet, il va falloir que j'introduise en fait ce que c'est une variable aléatoire normale complexe. Donc, c'est tout simplement une variable aléatoire qui a valeur complexe. Donc, elle s'écrit comme H plus IL, où H et L sont des variables normales réelles, indépendantes. Et donc, ce sigma, ça note la variance de cette variable aléatoire. Et donc, ce sont des variables dont la distribution est donnée par ceux qui sont de distance, ce n'est pas très grave de ne pas avoir cette formule. Je suis en train d'écrire ce que c'est la distribution d'une variable. Donc, essentiellement, ça, c'est la distribution d'une variable réelle de variance sigma. Et donc, vous voyez, cette fonction, c'est une gaussienne qu'on connaît. Ce qui est important pour moi, c'est que finalement, elle prend ses valeurs là où x est d'ordre sigma. Et si sigma est par exemple très grand, c'est typiquement une fonction qui est localisée proche du sigma. On va le voir comme ça. Si sigma est 1, elle est localisée proche du 1. Et en fait, ce sont les variables gaussiennes. Et en fait, il faut voir que si par exemple je prends une variable gaussienne avec sigma égale à 1, on imagine que c'est une fonction qui prend vraiment toutes ses valeurs à peu près autour du 1. D'accord? C'est très grave, très gros. Et donc maintenant, on va expliquer l'amélioration. Donc je prends une fonction déterministe qui n'est pas aléatoire. Et en fait, d'après ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il y a des coefficients de Fourier qui font que cette fonction se décrit en série de Fourier. Donc c'est une fonction de classe L2, donc, puisqu'elle est pas plus qu'à L2. Et donc, je vais vous montrer que si on la randomise, elle va devenir de classe LP, avec tous les P plus petits qu'infini. Comment je la randomise? Je prends la même fonction, je prends son développement de Fourier et je multiplie chaque un des coefficients de Fourier avec ces variables aléatoires gaussiennes. Cette fois-ci, je les prends de NC01, donc la variance est 1. Donc ça veut dire que ce sont des choses qui ne vont pas trop changer les coefs du Fourier, en fait. C'est proche, c'est un grand... disons, la valeur typique des coefficients de Fourier reste la même. Et donc, j'appelle ça la version randomisée de ma fonction. Et je me demande quelle est sa régularité Sobolev ou sa régularité LP, etc. Et il se trouve en fait que cette fonction, même si je suis parti de fonction de classe L2, elle deviendra dans tous les LP de cercle. Et je vais vous donner la démonstration. Voilà, il y aura la démonstration au début de mon exposition. Donc, comment marche la démonstration? On peut passer au slide suivant. Voilà. Comment on va la donner? Donc, je vous rappelle que j'ai pris des variables complexes et je les multiplie par une phase exponentielle nx. Donc, il se trouve que si je regarde ça, x pour moi maintenant est un paramètre, et donc je regarde ça comme une variable aléatoire. Et il se trouve que les variables gaussiennes sont invariantes par rotation. Et donc, cette variable aléatoire, elle aura la même loi, comme si je n'avais pas mis l'exponentielle nx. Vous voyez, comme loi, c'est une autre variable aléatoire, mais elle a la même loi. Et donc, du coup, elle ne dépend pas de x, sa loi. Et donc, maintenant, j'utilise une deuxième chose qu'on apprend en proba, c'est que si vous prenez la somme des gaussiennes indépendantes, ça reste une gaussienne, et je dois juste faire la somme des variances. Et bien, il se trouve que mon objet, ma fonction randomisée, à x fixé, je le vois comme une variable aléatoire réelle, c'est une variable aléatoire gaussienne avec une variance, la somme de Cn au carré. D'accord? Juste, c'est la somme, chacune a une variance Cn,
D'accord? Et donc, la somme, c'est la somme des variances au carré. Je vous rappelle que la fonction, c'était Cn fois Gn oméga. Donc, du coup, mon objet est random-analysé à x fixé une variable aléatoire. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qu'elle est à x fixé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à oméga fixé quelle propriété est là. Et là, je vais faire appel au théorème du Fubini. Donc, je vais voir cette fonction oméga x comme une variable, une fonction sur l'espace produit oméga croix t. Et je vais essayer d'appliquer le théorème du Fubini pour montrer qu'elle est dans LP de l'espace produit. Et comme j'applique le théorème de Fubini, je vais d'abord intégrer, bien sûr, un oméga, parce que je sais que la loi ne dépend pas du x. Donc, je fais d'abord une intégration oméga, et les gaussiennes, bien sûr, elles sont dans tout la LP. Si je mets ici x à la puissance p, c'est intégrable. Et donc, du coup, cette fonction, elle est LP en oméga x, j'ai rien intégré, parce qu'elle est indépendante du x. Donc, gratuitement, cette fonction est dans LP oméga 3t. Et maintenant, j'utilise le théorème de Fubini avec toute sa force, je le vois dans l'autre sens. Si elle est dans LP oméga croix t, bah, elle est aussi pour presque tout oméga dans LP de tort. Et donc, on vient de voir que notre fonction est presque sûrement dans LP. Et voilà, en effet, assez remarquable, c'est que notre fonction remarquée, on est parti du L2, en fait, elle est dans tout la LP grâce à cette randomisation. Et ça, c'est quelque chose à être comparé avec les injections de Sobolev. Comme vous le savez, si on veut qu'une fonction est dans tout la LP, si on veut utiliser l'injection de Sobolev, il faut demander une régularité H en demi, n'est-ce pas? En dimension 1, c'est ça les indices. Et là, quelque part, je ne demande aucune régularité HS, juste je le randomise et ils deviennent dans tout la LP. Et ça, c'est un premier effet. Bien sûr, dit comme ça, c'est trivial, c'est connu depuis le XXe siècle. Ce qui est intéressant, c'est de trouver des EDP dans lesquels cette condition est pertinente. Mais disons, sorti de contexte, c'est rien que ça. Donc, d'une manière informelle, la randomisation nous a gagné une demi-dérivée. Parce que si je n'avais pas vu que j'avais le Gn du oméga, et je voyais ma fonction comme une fonction déterministe, et je voulais dire, bah, tiens, quelle régularité il me faut pour qu'elle soit dans LP? Comme vous le savez, en EDP, on se demande cette question très souvent, quand tu fais régularité elliptique ou des choses comme ça. Si je n'avais pas vu le Gn oméga, bah, bêtement, je vais demander H en demi. Et là, puisque j'ai le Gn oméga, bah non, il suffit qu'elle soit dans L2. Donc ça, c'est le premier effet probabiliste dans ce genre de questions. Donc finalement, j'ai gagné une demi-dérivée par rapport à la gestion de Sobolev. Et en fait, les Gn du oméga ont rendu que j'ai pu vous donner une preuve complète de cette affirmation. Et après, on pourrait remplacer les gaussiens par plein de variables aléatoires. En particulier, on peut mettre des Bernoulli. Et là, les Bernoulli, c'est encore plus convaincant parce que chacun des coefficients de Fourier, on lui met plus moins 1. Donc, du coup, on a encore moins de modifier la fonction. D'accord? D'une manière indépendante, vous mettez les signes, bah, la fonction est presque sûrement dans LP. Et puis, il y a plein d'autres, on entre là dans les détails. Donc, ça, c'était le premier effet probabiliste. Le deuxième effet probabiliste, ce sera le produit dans des espaces de Sobolev d'indices négatifs. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous prenez une fonction dans les espaces de Sobolev d'indices négatifs, c'est plus une fonction, ça ne peut être une fonction, ça peut être une vraie distribution. Et avec ce genre de fonction, comme on l'apprend, on sait mal définir le produit, malheureusement. Et donc, tout ça me rappelle qu'il y a 25 ans, moi, j'avais lu un article de Sergei Novikov qui faisait un éloge de Bogolubov, c'est un physicien théoricien russe. Et dans cet éloge, il disait que dans ses travaux, Bogolubov a réussi à multiplier des distributions, alors que Schwartz et Sobolev se disputaient qui avait inventé les distributions. Et donc, dans un certain sens, à l'époque, je pensais, alors là, c'est quand même obligé de le dire. Et maintenant, 25 ans plus tard, je pense que je comprends ce que Novikov voulait dire. En effet, si on autorise, en presque sûr, il y a des produits de distribution qui peuvent se faire, mais quitte à faire une renormalisation. Et c'est ça que je vais essayer d'expliquer. À la fin de slides, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est qu'on peut, dans certains cas, on peut multiplier des distributions des distributions, ou si vous préférez, des fonctions d'espace de Sobolev d'indices négatifs, mais il va falloir enlever la partie divergente du produit. Je vais essayer d'expliquer ça. Et donc, je donne un exemple concret, c'est cette série aléatoire. Donc, vous voyez, elle est exactement la même que sur les slides précédentes. Il a une différence quand même, que maintenant, au lieu de mettre une Cn qui est dans le petit L2, je prends 1 sur n à la puissance alpha. Et vous voyez, avec cette petite suite 1 sur n à la puissance, on a perdu la propriété que notre petit est dans le petit L2. Parce que quand je l'enlève au carré, c'est une puissance un petit peu plus petite que 1, et là, elles ne sont pas. Donc, du coup, j'ai un très bon exemple d'une fonction qui n'est pas dans L2, en fait. Et en fait, on peut démontrer que cette belle fonction, ce n'est pas en fait une fonction, c'est une distribution. Donc, c'est une fonction qui est presque sûrement
dans l'espace S sigma avec sigma plus petit que alpha moins 1,5. Donc, vous voyez bien que ce sigma est obligé d'être négatif. Et en plus, on peut démontrer que presque sûrement, cette fonction n'est pas dans H alpha moins 1,5. Donc, elle n'est pas dans Z2 en particulier. Et en travaillant encore plus, on peut démontrer que ce n'est pas une distribution qui provient d'une fonction intégrable. Localement intégrable, ici, localement, globalement, c'est la même chose sur le temps. Donc voilà, c'est une vraie distribution, cet objet. Et donc, on sait que pour ce genre d'objet, c'est difficile à définir un objet comme module de cela au carré. Donc là, c'est comme si on doit faire oméga fois oméga bar. Et en fait, ça commence vraiment très mal. Parce que si je veux définir un tel objet, comme je dis dans mon premier slide, déjà, je saurais le développer en Fourier et son coefficient de Fourier 0 serait quoi? Ce serait la somme de Gn oméga au carré n à la puissance 2 fois alpha. Vous voyez, si vous enlevez ça, en fait, c'est tout simplement, ce serait intégral de u oméga au carré. Je vous ai rappelé que le coefficient de Fourier 0 de ça, ce serait intégral de cet objet. C'est pour ça que je l'ai rappelé dans le slide numéro 1. Mais intégral de oméga au carré, si je le définis, c'est la somme des coefficients au Fourier au carré. Et c'est quoi les sommes de coefficients au Fourier au carré? C'est Gn oméga au carré sur n. Et cet objet-là, on peut démontrer qu'il est presque sûrement divergent. Pas uniquement en moyenne, parce qu'en moyenne, c'est évident que ce soit divergent. Vous faites ici le moyen, les Gn de oméga disparaissent et j'obtiens ma série divergente dont j'ai parlé. Avec un argument probabiliste un peu plus fin, on peut démontrer que ce n'est pas uniquement qu'en moyenne c'est divergent, c'est vraiment pour presque tout oméga cette série diverge. Donc du coup, il n'est pas possible de définir ce u oméga au carré rien qu'à cause du coefficient de Fourier 0, parce que si je pouvais, il serait presque sûrement infini. Mais il se trouve que c'est la seule obstruction pour définir le produit. D'accord? Et tout le reste, et il se trouve qu'en fait, si on renormalise d'une manière raisonnable ce coefficient de Fourier 0, le produit a un sens. Et je vais essayer d'expliquer ça. Et ce n'est pas uniquement ça a un sens, on va pouvoir calculer la régularité de carré renormalisé. Et ça aussi, je vais essayer de vous le démontrer. Il y aura aussi une preuve. Donc voilà. Donc on va essayer de mettre en place la démonstration dont je vous ai parlé. Donc maintenant, comment je vais définir le carré? Donc je vais me fixer une régularité négative. Et donc, je vais, au lieu de prendre toute la série de Fourier, si je la tronque jusqu'à un certain rang, ça a un sens. Vous voyez, c'est une somme finie des exponentielles. Si une fonction de classe, c'est infini. Bien sûr, tout le problème, c'est si n tend vers l'infini. Et là, je commence de manière pédestre, je prends le module de cet objet au carré. Et donc, par la formule, c'est en fait, comme j'enlève au carré une somme simple, ça devient une somme double. Et donc, j'obtiens cette somme double, où j'ai Gn1, Gn2 bar, n1 2 fois alpha, n2 fois alpha, et après, exponentielle in x fois son complexe conjugué. Donc, tout ça, en fait, c'est comme si j'ai pris les deux termes de ça, je les ai multipliés, et le deuxième, c'est avec un bar. Donc, c'est ça le produit, une somme double comme ça. Donc, j'ai fait quand même une petite manip. Normalement, dans cette somme, N1, N2 prend toutes les valeurs possibles. Mais là, quand même, je fais une distinction. Lorsque N1 est différent de N2, je le garde, et quand ils sont les mêmes, vous voyez, ce qui tombe, c'est le coefficient de Fourier 0, en fait. D'accord? Parce que N1 égale N2, ici, le coefficient n'est pas là, et il me reste Gn1, Gn1 bar, donc c'est Gn au carré, N2 fois. Donc, voilà la formule. Et moi, ce que je dis, que celle-là, c'est le mauvais gars, la personne qui va, pas la personne là, l'objet qui va diverger. Mais il se trouve que le reste converge. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, celui-là est divergent, celui-là converge, et même celui qui est divergent, il a une astuce, on discutait ça avec Valérie l'autre jour, on pourrait le contrôler, comment il diverge, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc, le premier terme contient toute la singularité, alors que le deuxième, je vais vous montrer qu'il a une limite dans H 2 fois sigma. Regardez, et là, il faut, puisque sigma est négatif, H 2 fois sigma, c'est encore plus négatif. Donc, ce sera dans une topologie un peu plus faible, mais quand même, ça va converger. Vous voyez, si sigma est moins 1,5, 2 fois sigma est moins 1, mais quand même, ça converge en quelque chose, en particulier au sens de distribution. Et ça va coïncider avec une valeur principale au sens de distribution. De quoi? L'objet qui a une limite. L'objet de droite. Ah, tu veux dire. C'est une valeur principale. Tu veux dire la valeur de ça, c'est pour calculer des intégrales, non? Oui, mais c'est. Ouais. En fait, ce qu'on fait a beaucoup en commun avec la valeur principale. On enlève la partie divergente d'un truc. Oui, la philosophie générale, ça revient au coucher. Oui, c'est les valeurs principales. Je suis d'accord avec toi. Sauf que c'est une autre réincarnation de la valeur principale.
On peut faire, c'est une somme au lieu d'intégrale. On peut aller, voilà. Et donc maintenant, je vais quand même calculer. Vous voyez ce qu'on va faire? On va se dire, OK, la somme des G en oméga diverge, et on va prendre son espérance. Donc son espérance, c'est cette fonction. Si vous prenez, ça c'est la partie divergente du produit des deux fonctions. Donc je prends son espérance. L'espérance, il ne faut pas avoir peur, il agit juste sur G en oméga au carré, et c'est 1. Je les ai pris de voilà. Donc c'est cette série divergente. On peut même calculer avec quelle vitesse elle diverge. C'est 1 à la puissance 1 moins 2 fois alpha. Comme alpha est plus petit qu'un demi, ça sera en vers infini. Et donc, du coup, je vais enlever juste cette petite constante divergente à mon produit tronqué, et ça va converger. Donc, la partie, disons, coefficient de Fourier 0, c'est très sympathique. À chacun de Gn oméga au carré, j'enlève 2. Donc, je vous laisse imaginer que chacun de cette somme-là, il y en a 2 qui vient là. Pourquoi ce 2 est important? Parce que c'est l'espérance de Gn oméga au carré. Donc, du coup, maintenant, cette fonction-là, elle est de moyenne 0. Je lui ai enlevé 2. Et puis l'autre, je ne le touche pas. C'est le gros morceau, je le touche. Et le petit morceau, ce que je lui ai fait, au lieu d'avoir un truc qui va, je lui ai enlevé le 2 qui fait que les objets commencent maintenant à se compenser parce que c'est de moyenne 0. Et donc, il se passe que si vous prenez l'espérance de cet objet au carré, maintenant, vous voyez comment c'est sympathique. Comme les choses sont indépendantes et de moyenne 0, donc la somme double devient simple à cause de la dépendance, et les choses qui étaient intégrales de Gn oméga au carré, maintenant devient intégrale de Gn au carré moins 2, ce qui est d'intégrale 0. D'accord? Donc, du coup, les trucs croisés vont sont 0 parce que tout est de moyen 0. Et le taux principal, ce qu'on a gagné, c'est que maintenant ce 2 fois alpha devient 4 fois alpha. Parce que j'ai fait une deuxième manip d'indépendance. Vous voyez? Voilà, en fait, c'est juste, vous développez le carré, les termes croisés avec 1 et 2 sont indépendants. Donc, intégrale de produit des deux, c'est le produit des intégrales par indépendance, mais chacun des intégrales est 0 parce que j'ai enlevé le 2 ici. Après, le terme diagonal, le terme principal, je peux lui faire. C'est espérance de Gn carré moins 2 au carré. C'est un nombre. Mais ce qui est sympa, c'est que cette fois-ci, il est divisé par n4 au lieu de alpha. Donc, le critère de convergence, c'est 4 alpha plus petit que 1, donc alpha plus égal à 4, et j'ai un plage de alpha pour lequel je l'ai fait converger. Voilà comment j'ai fait le coefficient 0. En gros, je lui ai enlevé une constante. Et d'ailleurs, Valérie, on discute sur un problème comme ça, c'est ce qu'on peut faire avec les fameux Xn. On discute sur un problème actuellement avec Valérie, on peut faire des manips. Donc, on contrôle comment ça diverge. Après, qu'est-ce que je fais avec le grand morceau? Il faut encore utiliser la dépendance. Donc maintenant, comme je vous ai dit, je connais sa régularité de Sobolev, je prends son espérance dans l'espace de Sobolev H2 fois sigma. Voilà, c'est un petit peu sportif à calculer, n'est-ce pas? C'est une somme double que vous enlevez au carré. Donc, ça devient une somme de 90. Et j'ai anticipé dans quel Sobolev je le calcule. Ici, je peux mettre un S et je vois pour quel S ça va converger. Mais je sais que c'est 2 fois sigma qui va marcher. Et donc, quand je fais un tel objet, je dis que c'est borné par quoi? Donc, finalement, les termes diagonaux vont disparaître. Le fait que j'ai pris 2 fois sigma dérivé, il me paraît n1 moins 1,2 à la fois 4 sigma, parce que j'ai enlevé au carré, parce que la fréquence est n1 moins 2. Et après, les couecs de Fourier sont n1 fois 2 fois alpha, n2 2 fois alpha. Oui, je sais que si vous n'êtes pas avec ce calcul, peut-être ça vous va un peu. Mais le calcul est vraiment simple. Il s'agit juste de s'asseoir, d'écrire les trucs croisés et utiliser l'indépendance. Bien sûr, il a un argument probabiliste. Il a plein de termes qui s'enlèvent par l'indépendance. Et donc, il me reste une somme beaucoup, celle-là. Et donc, à partir de maintenant, c'est une somme facile à calculer. Parce que qu'est-ce que j'ai? J'ai les fameuses 2 fois alpha qui sont quand même ouvertes. Parce que s'il n'y avait pas n1 moins n2 à la puissance 4 sigma, cette double somme ne converge pas. Toujours pour la même raison que alpha 1, alpha est plus petit qu'un demi. Et d'ailleurs, si n1 moins n2 est égal à 1, ah oui, mais ce qui va nous faire converger, c'est sur n1 moins n2 qui a une puissance négative. Donc ça a l'air méchant là, mais en fait, il est sympa. C'est quelqu'un qui nous aide là. 4 sigma avec un sigma négatif, ça aide la convergence. Et d'ailleurs, j'ai tout calculé pour qu'elle converge. Vous voyez, si n1 moins n2 est égal à 10, par exemple, je me retrouve avec une somme simple, mais c'est toujours en puissance 4 alpha. Et si n1 moins n2 commence à s'éloigner trop loin, là, je vais commencer à exploiter cette négative. Et le critère, ceux qui connaissent un peu ce genre de calcul, est toujours le même. Il faut que la somme totale soit plus grande que la dimension de la somme, donc c'est 2. Donc, il faut que moins 4 sigma plus 4 alpha plus grand que 2. Et donc, puisque j'ai pris 4 sigma ici, je tombe bien sur ma condition de sigma, alpha plus alpha moins 1,5. Sinon, j'aurais mis ici un nombre et je vois le bon pour lequel ça converge. Donc, il y a toujours un nombre qui marche. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que la suite qui m'intéresse à lui définir le carré
avec cette constante de divergence en V, a une limite dans L de oméga à valeur l'espace de sous-bref H2 fois sigma. Et cette limite, par définition, c'est la renormalisation du oméga au carré. Et après, les physiciens, les probabilistes adorent tout genre de notation avec 2 points par là, 2 points par là. Ça aussi, vous commencez à avoir de très jolies notations dans certains articles. Très souvent, il s'agit quand même au fond d'une telle procédé. Et après, une fois que j'ai l'objet limite, je commence à le noter, parce que ce n'est pas vraiment le carré, n'est-ce pas? On lui met une limite. Donc, du coup, des fois, on met 2 points, des fois, on met, vous voyez, donc pour ça, certains articles dans le sujet ont des notations un peu fancy. Mais en fait, au fond, il a un tel procédé. Tu ne peux pas le définir comme ça de siècle. Voilà, on peut passer au. C'est peut-être. Voilà. Donc, je vous ai dit, en fait, on vient de le démontrer. Je considère que là, je fais des démonstrations quand même. En utilisant des arguments plus compliqués, on pourrait démontrer la convergence même presque sûre de cet objet. Pour l'instant, j'ai démontré une convergence dans L2 de oméga à valeur H de sigma. Mais on peut même faire pour presque tout oméga convergence. Là, je ne veux pas entrer dans ces détails. C'est un petit peu plus subtil. Et puis, là, je vais faire la remarque que j'ai déjà fait oralement. Puisque sigma est négatif, H2 fois sigma est une norme plus faible que H sigma. Pour les positifs, c'est dans l'autre sens. On est très habitué avec ça, mais pour les négatifs, c'est dans l'autre sens. Et puis, de manière informelle, et en fait, c'est informel, mais comme je fais mon travail, c'est vraiment comme ça que je calcule. Le carré de quelque chose dans un sigma est dans un H de sigma. Donc, il perd un peu de régularité, mais il est quand même contrôlable. Par exemple, si j'ai un objet qui est dans H moins 1 tiers, comme je l'enlève au carré, il devient dans H moins 2 tiers. Et je ne rigole pas, c'est vraiment comme ça quand on parle avec mes collaborateurs, quand on veut faire le vrai travail, c'est ça. Donc, en gros, pour nous, même si les carrés ne sont pas bien définis, quand je les enlève au carré, quitte à doubler la réalité négative, c'est bien défini. Bon, c'est quelque chose, voilà. C'est un peu dans la cuisine de ce travail, de manière informelle. C'est comme ça qu'on se parle quand on travaille sur le sujet. Et donc, ça, c'est un phénomène remarquable, probabiliste, qui est en fait au cœur de plein d'activités récentes sur résolution de DP non linéaire, soit avec une donnée initiale aléatoire, soit avec un forçage aléatoire. Et en fait, je t'embête, je peux moi aussi l'état. Je ne sais pas trop. Voilà, donc cette remarque, je vais la faire rapidement parce que je voulais parler de DP. Donc, dans l'argument précédent, les Gaussiens, encore une fois, m'ont beaucoup aidé, mais ce n'est pas essentiel, on peut les remplacer. La suite 1 sur n puissance alpha aussi peut être remplacée par une suite plus générale Cn, mais là, je n'ai pas calculé la régularité. Et en fait, je donnais cet exemple pour cet article pour les gazettes, mais en fait, je ne me suis jamais amusé d'essayer de voir quelle est la régularité du carré en partant d'une suite générale. Au lieu de prendre 1 sur n alpha, vous prenez une suite Cn, vous faites le calcul de tout à l'heure et vous vous retrouvez avec une somme double, donc ça devient complètement déterministe. Quelle est la régularité en fonction de la suite? Je ne pense pas que ce soit un problème complètement facile. Et après, je n'ai pas une motivation énorme de l'étudier, mais je ne sais pas le faire. En fait. Je ne suis pas au courant quelle serait la régularité du carré pour une suite générale comme ça. Et bon, j'ai pas beaucoup de. Donc, du coup, voilà, disons, le truc que je vous ai présenté est assez général. Presque rien n'est rigide dedans. Ce qui est important, c'est l'indépendance. En fait. Et pour les variables aléatoires, il y a des choses qu'il faut supposer, mais OK. Et donc, maintenant, c'est une deuxième partie de l'exposé. Donc, j'aurais pu commencer mon exposé ici. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que les 12 effets probabilistes que j'ai présentés sont les seuls, en fait, fondamentalement, qu'on utilise lorsqu'on veut traiter ce genre de problème des résultats que je vais vous montrer. C'est les seules informations probabilistes qu'on utilise. Bien sûr, dans des situations plus élaborées, mais rien de plus. Et donc, maintenant, je vais essayer de vous présenter 3 résultats pour l'équation des ondes, pour l'équation de Schrödinger et pour l'équation de la chaleur, qui utilisent ce genre d'outils pour démontrer des résultats d'existence de solutions presque sûrs. Donc, je vais commencer par l'équation des ondes. Et ça, c'est l'équation sur laquelle j'ai plus travaillé. Et donc, fixons maintenant, donc je vous ai dit, il y aura tout le temps des espaces de Sobolev. Si on fixe une fonction de l'espace H1 croix L2, alors il existe une unique solution globale de l'équation des ondes cubiques avec une donnée initiale dans H1 est telle que sa dérivée en temps en 0 est dans L2. Donc, comme l'équation des ondes est une EDP d'ordre 2 en temps, c'est normal qu'il y ait 2 données initiales. Et donc, ça, c'est un théorème classique qui est je crois, dans le chapitre 18 de Ritz-Simon, tome 2, ou 17, je ne me souviens plus, mais en tout cas, la deuxième partie de Ritz-Simon. Et donc, c'est vraiment classique dans les équations d'ondes non linéaires. Et donc, en plus, si la donnée initiale est plus régulière, on a que les solutions restent régulières. Donc, c'est typiquement un résultat de régularité des solutions. Et en fait, de global regularity, comme on dirait en anglais. Et donc, ici, la donnée initiale est dans l'espace de sous-bref H1 croix L. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on pourrait résoudre cette équation avec des données initiales qui sont moins régulières que H1 croix L2?
Donc, il se trouve que pour l'équation des ondes, l'espace naturel, c'est hs pour la fonction fois hs-1 pour la vitesse, pour la dérivée en temps. Et en fait, ça, ceux qui ne connaissent pas vont se dire mais pourquoi je traite tous ces produits. Désolé, c'est un peu technique d'énoncer, mais regardez juste la première régularité, hs. La première fonction est dans un champ, ici, dans ce théorème. Après, il se trouve qu'en utilisant ce qu'on appelle les inégalités de Strickart, on peut étendre ce théorème où je remplace l'hypothèse H1 croix L2 par l'hypothèse HS croix HS-1, où S est supérieur à... Ça, c'est uniquement pour la partie existence locale en temps. Et pour la partie existence globale en temps, il y a toute une technologie qui a été développée qui fait qu'on y arrive quelque part pas très loin d'un demi. Et donc, il y a plein de personnes qui ont travaillé dessus, donc ils sont tous cités là. Et sans doute, il y en a que j'ai oublié de citer. Mais en tout cas, il y a aussi une manière de globaliser les solutions. Et donc, c'est des théorèmes d'analyse de DP qui ne sont pas faciles. Et donc, qui montrent quand même que cet indice 1,5 pour des solutions dans HS pour HS-1 est optimal. Et donc, c'est quelque chose qui est conjecturé. Donc, on croit que dans ce théorème, je peux remplacer l'hypothèse H1 par L2 par HS par HS-1 avec S plus grand qu'un demi. C'est quelque chose qu'on croit, qu'on conjecture. D'autres sont là récemment démontrés dans le cas radial de R3, ce qui est un cadre un peu différent, mais je pense qu'on n'est pas peut-être, ça va prendre un peu de temps, mais on croit vraiment que S1,5, c'est l'indice optimal pour faire sur la donnée initiale pour avoir le théorème d'existence globale pour ce problème. Et en fait, il se trouve que si S est plus petit qu'un demi, le problème est ce qu'on appelle mal posé. D'accord? Et ça, c'est un théorème que... Donc, finalement, avec toute mon excuse, j'ai passé à un slide, une activité de 10 ans, mais oui, vas-y. Je m'interromps, mais le théorème de capacité avec Strickart, il me semble que c'est R3. Oui, mais par la vitesse de propagation, tu peux l'étendre au tore. D'accord. Les mêmes estimés de Strickart sont vrais sur le tore par vitesse finie de propagation. Si c'est les ondes, ça. Pour Schrödinger, ce n'est pas ça, mais pour les ondes, tout ce qui est sur R3 est vrai sur le temps. Voilà, c'est une remarque tout à fait pertinente. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en fait, les théorèmes que j'ai cités ont été faits dans le cadre R3, et on peut se dire pourquoi c'est vrai sur le temps. La raison, c'est que sur l'équation des ondes, on a la vitesse finie de propagation, et en fait, ce qui est local en temps, si je l'ai sur R3, je l'ai aussi sur le temps, par les globaux en temps. Donc maintenant, je vais dire qu'est-ce qui se passe pour des indices S plus petits qu'un demi. Ça veut dire des données régulières, moins régulières que l'indice critique. Et là, il y a le théorème de mal posé que je vais essayer de vous énoncer. Donc, on a le théorème suivant. Donc, on suffixe un S, donc un 10, dans le régime ce qu'on appelle supercritique, là où le problème n'est pas bien posé. Et donc, on fixe une donnée initiale dans cet espace et on dit qu'il existe une suite de solutions de classe C infinie, du moins l'équation des ondes non linéaires. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle fait cette suite de classe C infinie? Elle approche initialement ma donnée initiale dans HS-1 dans la topologie faible, dans la topologie régularité basse, mais telle que pour tout positif, ces solutions de classe C infinie, elles divergent dans l'espace L infini en temps HS. Donc, ce qui est sympa avec cet exemple, c'est que si la donnée est régulière, les solutions sont définies. Donc, je n'ai pas à me préoccuper. Donc, du coup, tous ces E et UN sont bien définis. Ce qui se passe mal, c'est que la régularité basse fait diverger les solutions régulières. Donc, elles approchent la donnée initiale dans cette régularité basse, mais elles ne peuvent pas converger. Donc, c'est typiquement quelque chose qu'on appelle mal posé, parce que si le problème est bien posé, ces solutions régulières qui approximent la donnée initiale, elles devraient converger vers la solution. Et là, ce n'est pas uniquement qu'elles ne convergent pas vers quoi que ce soit, elles divergent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles divergent quelle que soit la donnée initiale que vous m'avez donnée. Donc, c'est un théorème mal posé assez fort, parce qu'il suffit de nier ce caractère bien posé dans une seule fonction de HS pour HS-1 et c'est fini en fait. Mais en fait, on le fait partout, pour n'importe quelle solution. On peut faire. Donc ça, c'est un théorème mal posé qui en fait est basé sur une idée de Gilles Lebord et qui a été développée par les travaux de plusieurs auteurs. Et donc, je ne vais pas expliquer comment on la démontre, mais ça peut être l'objet d'un autre exposé, comment on démontre ce genre de théorème mal posé pour des données initiales qui sont très singulières par rapport au scaling de l'équation. Ensuite, les autres, c'est un des modèles où on sait. Et donc maintenant, ça c'était l'état de l'art vers les années 2005. Et donc à cette idée, comme j'étais déjà à Lille, il avait une question qui est survenue. Bien sûr, en m'inspirant par les travaux de Bourgain, est-ce qu'une forme de caractère bien posé peut survivre quand même dans cet espace où le problème est mal posé? Et donc, il se trouve qu'une telle forme de bien posé peut survivre si on munit l'espace HS fois HS-1
d'une mesure de probabilité et on obtient existence et unicité de solution presque sûrement par rapport à cette mesure. C'est ça l'idéologie générale. Et donc, je vais essayer de vous démontrer qu'est-ce que ça veut dire plus précisément, parce que c'est assez naïf comme question. Après, je vais vous donner des énoncés. OK. Donc là, je vais choisir. Vous voyez, vous allez avoir beaucoup de ressemblances avec mon truc en dimension 1. En fait, je vais juste le faire en dimension 3. Donc, comment on va choisir la donnée initiale? Ben, on va la choisir exactement comme la donnée initiale que je vous ai donnée au début de mon exposé, sauf que je vais la faire cette fois-ci en dimension 3. Donc, je vais prendre des séries de Fourier aléatoires. Donc, c'est ça ma donnée initiale. Donc, vous voyez, maintenant, je ne suis pas dans l'espace HS S plus petit que 1,5, je suis plutôt, j'ai un autre paramètre qui est alpha. Donc, sur la donnée initiale, c'est alpha, j'ai un oméga divisé par un alpha fois l'exponentielle, et sur la dérivée en temps, sur alpha est devenu alpha moins 1, donc un petit peu moins régulier. Une dérivée moins régulière. Pardon. Et donc, voilà ma donnée initiale. Et maintenant, la régularité S de ma fonction va être dictée par mon alpha. Vous voyez, c'est ça que je vais faire. Et donc, je peux dire quelle est la régularité typique de cette donnée initiale. Et donc, il se trouve, en fait, qu'est-ce que c'est que Gn dans ces deux séries aléatoires? Ben, les Gn et Hn sont des variables aléatoires complexes, exactement comme au début de l'exposé. Donc, je ne vais pas trop détailler parce que je l'ai déjà fait au début de l'exposé. C'est le même cadre, sauf que je passe de dimension 1 à dimension 3. Et maintenant, je vais faire des théorèmes d'ODP avec ça. Au début, je m'amusais juste pour calculer la régularité. Et donc, où est la régularité de cette donnée initiale? Il se trouve que la régularité de cette donnée initiale, c'est alpha moins 3,5 essentiellement. Donc, la décroissance du mode de Fourier auquel j'enlève la dimension sur. Je ne vais pas avoir le temps pour expliquer quoi, ce n'est pas difficile à comprendre, mais en gros, il y a un lien de la régularité de cet objet et la décroissance de sa transformée de Fourier. Ça, on le connaît, donc il est exact. Si vous me fixez un alpha, la régularité, c'est alpha moins 3,5 et pas plus. Donc, du coup, j'ai une donnée initiale qui vit vraiment dans un espace comme ça. Et donc, c'est ces objets-là qui vont faire ma donnée initiale. Et vous pouvez me dire, mais c'est quoi la mesure sur laquelle je fais presque sûrement? Ben, la mesure, elle est très simple. Vous prenez oméga et vous lui associez ces deux fonctions aléatoires. Ça induit une mesure de probabilité sur mon espace HS, HS-1. Et en fait, à la fin des fins, on fait des théorèmes d'existence et unicité de solution par rapport à cette notion. Et donc, maintenant, en fait, j'ai réussi à le faire. Donc, maintenant, vous voyez, ça devient un peu là. Donc, je me dis, OK, riche de toutes ces nouvelles idées, j'essaie de voir, finalement, mon exemple mal posé, il s'applique toujours. Parce que ma donnée initiale, elle est dans. Donc, je prends alpha suffisamment petit pour que ma donnée initiale soit avec une régularité sous Sobolev plus petit que 1,5. D'accord? Et alors, avec cette donnée initiale, qui était sur les slides précédents, je ne vais pas la répéter, je suis dans l'espace où je ne suis pas bien posé. Presque sûrement, je suis dans ces espaces, donc mon exemple de mal posé s'applique avec cette donnée initiale. Donc, on pourrait dire qu'il existe maintenant des solutions C infini qui sont random, qui résolvent l'équation, qui approximent ma donnée initiale aléatoire dans l'espace, et telles que leur norme HS divergent. Donc, du coup, je n'ai rien gagné par la normalisation. Donc, pourquoi j'ai fait la position alors que j'ai toujours le même théorème pas posé? Là, tout est caché dans le fait qu'il existe une suite telle que, au l'instant initial, j'ai approximé ma donnée initiale, mais la question c'est comment? Je l'ai approximé par une manière assez tordue de l'optique, ce qu'on appelle l'optique géométrique. Mais on peut l'approximer autrement. Et c'est ce qu'on a démontré avec Nicolas Burck. Avec Nicolas Burck, on a démontré que, en fait, dans le même régime, donc mon alpha est plus petit entre 3,5 et 2, ce qui veut dire que ma régularité est super critique, ça veut dire plus petit qu'un demi, alors je peux définir la suite des solutions de l'équation non linéaire avec une donnée initiale. Maintenant, ce n'est pas n'importe quelle approximation de la donnée initiale aléatoire. Je prends la série de Fourier et je la tronque. Ça vous paraît rien, mais c'est très important. Et donc, si je prends cette approximation naturelle de mon objet aléatoire, qui est la plus naturelle, tronquer la série de Fourier, alors dans ce cas-là, la suite des solutions régulières avec cette donnée initiale converge presque sûrement vers un objet qui satisfait un peu l'équation au sens de distribution. Et voilà ce que c'est le caractère bien posé probabiliste. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma donnée initiale, je l'ai randomisée, mais après aussi, je l'ai approximée de la bonne manière. Par exemple, ceux qui font la loi de conservation, ils savent que si je prends l'approximation visqueuse avec epsilon d au carré, j'obtiens les solutions du Khrushchev, mais si je prends epsilon delta la puissance 3, comme KdV, il y a plein de limites. Donc ici, je passe un phénomène dans le même esprit. Ce n'est pas uniquement que j'ai randomisé la donnée initiale, je l'ai aussi approximé avec la bonne manière. Donc, si on prend l'analogie avec la loi de conservation, l'importance de cette approximation de la donnée initiale, c'est au même niveau philosophique que l'importance de l'approximation visqueuse dans la loi de conservation. Donc, c'est ça. Donc, du coup, ce que je suis en train de dire, c'est que
le fait que j'ai approximé la donnée initiale de la bonne manière, c'est fondamental. Et c'est pour ça que le problème est super critique. Lorsqu'on était dans le cadre déterministe, peu importe l'approximation de la donnée initiale, on obtient la même solution. Donc, ce que je viens de dire, c'est que donc, la manière dont la donnée initiale est approximée est cruciale lorsqu'on démontre des probabilistic well posed. Et en fait, pourquoi? Parce que j'espère que vous comprenez ce qui s'est passé. Donc, sur U0 oméga U1 oméga, ici, je l'approxime d'une manière. Et j'obtiens des solutions régulières qui convergent vers quelque chose. Et dans le slide précédent, ils étaient approximés par d'autres choses que je n'ai pas explicitées. Et ça diverge. Vous voyez, la même donnée initiale. Et dans le cas non probabiliste, cette troncature-là. Quelle que soit l'approximation, ça converge. On a un résultat tout à l'heure qui disait je peux construire un truc pour lequel ça diverge. Le premier est une positiveness. Oui, bah, c'est certainement pas comme ça. C'est certainement pas une approximation par troncation de la série de Fourier. Si tu fais, il n'y a pas un cadre non probabiliste où on peut faire converger les choses. Ah, ça c'est la question. Donc je ne suis pas sûr d'avoir compris la question en fait. En fait, on revient. Tu veux que je regarde quel slide? Donc, il y a un théorème général, quelle que soit la donnée initiale, dans mon espace supercritique, il y a une mauvaise approximation. Et après, je dis que sur le support de ma mesure, si je prends l'approximation qui est la bonne, ça veut dire de tronquer la série de Fourier, alors j'ai une limite. Mais la mauvaise approximation, elle est toujours là. C'est la nature supercritique. Donc, il a une bonne approximation. Et là, excuse-moi, attends, je suis désolé, peut-être vous n'êtes pas habitué, c'est un peu subtil. Et en fait, là, je ne vais pas trop parler de ça. On peut aussi, là, c'est vraiment une soft formulation. Il existe une approximation, une limite. Après, on peut dire dans quel sens on est unique, on peut prendre des randomisations plus générales. C'est pour ça que ça c'est un peu industrialisé comme sujet. On peut se poser plein de questions, mais l'essentiel est là. Et ensuite, il y a quelque chose qui m'a beaucoup troublé pendant les vacances de Noël 2019. Je me souviens encore. Parce qu'en fait, si vous regardez tout ça, on pourrait se dire, mais finalement, ici, ce qui est fondamental, c'est l'approximation par troncation de la série de Fourier. Donc, rien n'exclut, jusqu'à présent, que n'importe quelle donnée initiale dans cet espace supercritique, si je la tronque par la troncature de Fourier, il a une limite. Et donc, j'ai passé un mauvais moment. Je me suis dit, voilà, donc finalement, on a démontré des choses, mais on n'a pas exclu finalement. On n'a pas démontré, si vous préférez, un mauvais exemple de donnée initiale. On n'a pas défini ce que j'appellerais un ensemble pathologique de données initiales. Je ne connais pas une donnée initiale qui est mauvaise. Je connais des mauvaises approximations, mais je ne connais pas la mauvaise donnée initiale. Et en fait, on l'a démontré. En fait, heureusement, mes inquiétudes ont duré juste un mois, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que non, finalement, ça marche. Ce n'est pas si incohérent ce qu'on fait. C'est que finalement, voilà, je dis ça. Donc, je dis ici, dans le résultat précédent, on a un espace qui est dense. Je n'ai pas dit que les mesures que je construis sont avec support dense. Donc, il y a un ensemble dense de données initiales dans mon espace supercritique pour lesquelles les bonnes approximations donnent des bonnes solutions globales et des mauvaises approximations donnent des suites divergentes. Ça, c'est ce que j'ai expliqué jusque-là. Et il se trouve qu'en 2020, c'est juste le début de la Covid, en fait, je me souviens, on a réussi quand même avec Chen Min-Fu, qui était postdoc à Cergy à l'époque, de démontrer le théorème suivant. On a démontré qu'en fait, on se fixe cette régularité supercritique. Il existe quand même un espace dense dans cet espace, tel que pour tout élément dans cet ensemble dense, si vous prenez la solution de l'équation des autres avec une donnée initiale qui est la série tronquée de quelque chose dans cet ensemble dense, donc vous voyez FG dans l'ensemble dense, comme donnée initiale, je prends la troncature par Fourier, donc c'est vraiment la bonne approximation, si j'ose dire, qui marchait dans le cadre probabiliste. Donc là, je fais vraiment l'approximation comme dans le ensemble précédent, mais certainement, je la fais hors du support de la mesure. Je le fais sur d'autres fonctions que je ne vous précise pas. Et sur ce genre de fonctions, cette bonne approximation donne des solutions régulières globales qui divergent à HS. Donc, du coup, maintenant, je suis rassuré. Et cet ensemble sigma, je l'appelle pathologique. Donc, maintenant, ce qui se passe, on peut voir des choses un peu différemment. Dans mon espace supercritique HS S plus petit qu'un demi, j'ai un ensemble. Vous voyez, si vous n'aimez pas les probas, vous pouvez le voir comme ça. Un ensemble qui est dense et dans lequel, si j'approxime par troncation de Fourier, ça converge bien. Et un autre ensemble qui est aussi dense. Et d'ailleurs, il y a même jet delta, on l'a démontré. Si j'approxime par la même convolution,
les solutions divergent. Et donc maintenant qu'en 2020, je me sens un petit peu plus rassuré que finalement, il y a quelque chose un peu cohérent. Juste que peut-être la prochaine fois. C'était ça ma question en fait. Mais alors, c'est une divergence dans L infini à valeur HS. Est-ce qu'il serait possible que ça converge encore ponctuellement, tu vois, à T fixé, parce qu'évidemment, il n'y a pas de limite. Si, ça c'est plus fort que ce que tu dis. Et ça c'est plus fort que ce que tu dis, non? Ben non, c'est pas autre sens. Ça pourrait quand même converger ponctuellement. Le UM de T à T fixé pourrait continuer. Une fonction peut converger vers 0 sans être borné. Il n'y a pas d'uniformité en T. Mais T peut être aussi petit qu'il veut. C'est ton intervalle de temps. Je pense que ça, c'est plus fort que ce que tu suggères, en fait. Bon, ok, on reparlera après. En tout cas, c'est l'espace dans lequel on convergeait tout à l'heure. Ok, on reparlera, mais je pense que ce que tu dis est moins fort que ce que j'écris là. Mais en tout cas, c'est ce qu'on le conserve sur T, en fait, très petit, en fait. Elle expose dans des espaces, dans les temps aussi petits que tu veux, en fait. Donc, ok, on repose la question. Ok. Et donc, ça, c'est l'état de l'art, disons, pour la partie bien posée. Et après, il y avait une fonction qui était dans des espaces de Sobolev d'indices positifs. Et maintenant, on peut résoudre même dans des espaces de Sobolev d'indices négatifs. Donc, tout est dans l'hypothèse sur alpha. Tout à l'heure, alpha était plus grand que 3,5. Maintenant, je te risque alpha soit entre 5 quarts et 3,5. Et donc, là, je n'ai pas le temps. Je voulais parler d'autre chose, donc je vais aller un peu plus vite. Donc, il se trouve que dans ce cadre-là, on peut toujours résoudre l'équation, quitte à enlever un terme divergent dans l'équation. Je ne vais pas aller plus loin. Et on l'a fait sous la condition alpha plus grand que 5 quarts. On peut aller au suivant. En fait, c'était le premier résultat pour résoudre l'équation des ondes dans des espaces de Sobolev d'indices négatifs. Et très récemment, dans un travail d'un élève de Terence Tao, Brinkman, il a réussi à encore améliorer le travail. Au lieu de 5 quarts, il va jusqu'à 1. Et maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'aller vraiment jusqu'à 1. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Et donc, ce sera un résultat, vous allez attendre que c'est un résultat majeur parce qu'on est arrivé à la subdivision du chips, etc. Je ne suis même pas sûr qu'ils vont trop mentionner les travaux dont je vous parle. Mais en effet, on est maintenant epsilon près à justifier ce qu'on appelle la mesure de Gibbs pour les ondes 3D. Et ça serait considéré comme une avancée, disons, une avancée importante dans le sujet. Mais quelque part, tout ça, c'est quand même des suites des travaux qu'on a commencé avec Burke il y a 10 ans. Et donc, maintenant, je vais aller vite pour 5 minutes. Et il se trouve que ce genre de résultat, là, j'ai insisté sur les ondes parce que c'est là où j'ai le plus travaillé. Mais il se trouve que pour l'équation de Schrödinger, il y a ce genre de résultat grâce à Borgen. En fait, si vous prenez l'équation de Schrödinger qui est plus compliquée que les ondes, mais en dimension 2, donc j'ai gagné quelque chose en dimension plus petite, il y a Borgen qui a construit la mesure de Gibbs pour cette équation. Et donc, c'est quoi la mesure de Gibbs? En fait, c'est résoudre cette équation avec une donnée initiale. En fait, je n'ai pas le temps de le dire, mais c'est en gros, c'est le même type de problème, sauf que la donnée initiale est donnée avec moins alpha égale à 1. D'accord? Pour le dire. Et Borgen, en fait, il a démontré pour cette équation que exactement le même type d'énoncé. Vous prenez l'équation, vous tronquez la donnée initiale, la série de Fourier, et alors les solutions approximées et régularisées convergent. La seule chose, c'est qu'ils ont ajouté un chiffre. Enfin, ce truc-là a l'air énorme, mais c'est du module 1, et ça ne dépend pas de x. Et en fait, tu peux passer au truc suivant. En fait, je vais passer au truc suivant. On peut en fait le formuler exactement comme dans mon travail avec Pokornikov et bien sûr, notre travail était après Borgen. Borgen ne le formule pas comme ça, mais son travail peut se formuler comme ça. Que vous prenez la donnée initiale tronquée et vous ajoutez une constante à l'équation et cette suite converge. D'accord? Donc, c'est vraiment le même type d'énoncé. La donnée initiale aléatoire, vous la tronquez et vous passez à la limite dans la suite des fonctions régularisées. Ensuite, il se trouve que, bon, ça je vais le passer, et après, on peut faire la même chose pour l'équation de la chaleur. Là, la question naturelle, ce n'est pas de prendre une donnée initiale aléatoire, prendre une source aléatoire. Je vais vous expliquer pourquoi au café, si vous voulez. Mais une source aléatoire additive, ça veut dire que ce n'est pas un potentiel, donc c'est presque comme une donnée initiale. Et donc ça, c'était, donc le source aléatoire, c'est une série de Fourier aléatoires encore une fois. Et maintenant, au lieu de régulariser la donnée initiale, je régularise la source aléatoire par convolution. Et donc, ce que Khair a démontré, c'est que si vous prenez l'équation de la chaleur, vous ajoutez une constante, comme dans mon travail avec O et Pokorny, vous régularisez le source aléatoire, ce qui s'appelle le bruit blanc, par une convolution, mais c'est la même chose que troncation en Fourier, hein, c'est le même type d'approximation. Alors, la suite des solutions converge, et cette fois-ci, puisque c'est la chaleur, dans les espaces du Hölder. Donc, c'est le même énoncé, en fait. Vous prenez l'objet aléatoire singulière, vous le régularisez par convolution ou par troncation en Fourier, c'est le même type de régularisation. Alors, vous obtenez des objets réguliers et ils convergent dans les topologies naturelles. C'est le même type d'énoncé.
Il y a des fois cette constante qui va être ajoutée en fonction de, voilà, je n'ai pas le temps d'expliquer quand on doit l'ajouter et quand non, mais c'est le même énoncé. Et Heidegger a fait la partie existence globale et Mora et Weber ont fait la partie existence globale. Il faut juste accepter qu'au lieu de prendre données universelles aléatoires, on prend terme source aléatoire. Et juste j'ai encore 3 minutes, je crois. Donc, je sais que, ouais, oui, juste pour dire, j'ai écrit le source comme avec des mouvements browniens. Mais si vous voulez l'écrire vraiment comme dans le cadre des ondes de Schrödinger, ce source marche aussi bien dans le travail de Heidegger. Et là, c'est vraiment une série aléatoire. Donc, on peut prendre vraiment, cette fois-ci, oui. Il y a aussi la dépendance en temps, parce que c'est un bruit espace-temps. Mais ça, c'est anecdotique, je veux dire, le temps, c'est pas là où il y a une difficulté, d'accord? Donc, du coup, le CERN source, il est vraiment une série aléatoire. Et le même énoncé marche. Vous la tronquez, cette série, les objets régularisés convergent dans la topologie naturelle de régularité basse. C'est le même type d'énoncé, d'accord? Après, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails. Je voulais juste parler des preuves. Donc j'espère que je vous ai convaincu qu'en fait, les énoncés se ressemblent beaucoup. Mais en fait, ce qui est encore plus intéressant, c'est que aussi les preuves se ressemblent beaucoup. Et pourquoi elles se ressemblent? Parce qu'en fait, ce sont des théorèmes d'existence globale d'EDP. Donc, comme on le connaît, même pour les E2, il y a 2 étapes. D'abord, on construit des solutions locales et après, on globalise. Il y a 2 manières de globaliser. Soit en exploitant des mesures invariantes, soit en utilisant des lois de conservation dans des estimés d'énergie et l'inégalité de Gromval. C'est 2 manières pour globaliser. Donc, celle par loi de conservation invariant major, c'est un peu nouvelle. On ne la fait pas trop en EDP, mais celle par Gromval, il y en a plein qui passent beaucoup de temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour construire les solutions localement? On a écrit la solution sur le terme comme U1 plus U2. U1, c'est une partie singulière de la solution. On l'identifie, elle est assez explicite et elle est aléatoire. Donc, en utilisant des arguments probabilistes qui sont très proches de ce que je vous ai dit au début, croyez-moi, la partie aléatoire a des propriétés qui sont mieux que ce qu'on attendrait d'une manière déterministe. Et vous avez vu comment. Elles sont mieux parce qu'elles sont mieux dans les LP, elles sont mieux parce qu'on sait faire des produits là où on ne savait pas. Vous voyez, elles font quelque chose de mieux si on était resté dans le cadre déterministe. Mais une fois qu'on a identifié ces propriétés mieux dans le cadre grâce à l'aléa, et là, ça ne se fait que dans la partie U1, on oublie les probabilités. Toute la probabilité est là. Et après, dans la partie U2, on n'utilise que des arguments déterministes. Ici, bien sûr, la nature de l'équation devient très importante. Si c'était l'équation de la chaleur, le truc de base, c'est la régularité elliptique, bien sûr, et ce genre d'outils, et bien sûr, ça peut devenir élaboré. Si c'était une équation dispersive comme les ondes Schrödinger, ah ben là, c'est plutôt les oscillations en temps qui doivent être captées. Et là, il y a toute une technologie, notamment les espaces de Borgen. D'accord? Donc là, bien sûr, la nature de l'équation devient importante de la manière dont je vais traiter U2. Et après, ce qui est absolument intéressant, c'est comment on globalise les solutions. Il se trouve que pour toutes les équations, soit on globalise par les estimés d'énergie et Gromval, soit par mesure invariante. Et je pense que je ne vais pas dire une bêtise. Pour les équations périodiques, finalement, paraboliques, je ne connais aucun exemple où la globalisation par mesure invariante est vraiment nécessaire. J'ai l'impression que, justement, grâce à ces gens-là, Weber, Mora, maintenant, on n'a que des profs de pistes, en fait. On a évacué les probas dans la globalisation. Pour les équations dispersives, on est très loin de ça. Et il y a plein de modèles, par exemple le théorème de Borgen, on ne sait pas encore globaliser en faisant des bonnes vieilles méthodes du Gromval, mais ce n'est pas exclu qu'un jour on arrivera à entrer vraiment dans ces problèmes par des méthodes déterministes du style estimé d'énergie. Et bien sûr, ça sera très bien parce que c'est plus flexible. Et je pense que je vais m'arrêter là. Et puis, bon, je ne vais pas rester loin. Je m'arrête là. Merci. Alors, y a-t-il des questions dans la salle d'abord? Oui, Jérémy. Le lien avec les travaux de Heidegger, dans les trucs à voir, je peux vous expliquer toujours une partie algébrique qui est la page optique. Est-ce que ça intervient aussi là? Oui, ça intervient. Par exemple, là, j'ai fait le carré. Si tu commences à faire, je vous ai renormalisé U carré. Mais si tu commences à faire U puissance 5, U puissance 6, U puissance 10, ou des objets, des polynômes plus compliqués, notamment tu entres dans l'algèbre un peu compliquée. Là, si tu veux, l'algèbre était facile parce que j'ai pris le polynôme X carré. Mais le niveau de l'algébrisation, c'est à ce niveau-là, en fait. D'accord? Et puis, après, je veux dire, la procédé de la renormalisation peut devenir compliqué parce que justement, il y a
Tu itères plusieurs itérés et à chaque fois, tu as des polynômes de plus grand degré à qui tu dois enlever les constantes. Et ça peut se formaliser. Parce que là, si je fais le carré, c'est ça qui est sympa avec le carré, tout est explicite. Mais si tu commences à faire puissance 5, puissance 6, plusieurs itérés, parce qu'il y a vraiment des polynômes de plus en plus élevés à traiter, là, je pense qu'un formalisme algébrique plus élaboré est utile. Mais les équations que moi j'ai traitées, moi, je prends toujours l'équation cubique, des choses comme ça. Il y a un nombre fini des trucs qu'on fait à la main et je ne me suis jamais préoccupé de les formaliser de manière algébrique. Mais je pense que dans les travaux en équation parabolique, cet aspect de l'analyse peut devenir plus compliqué parce qu'on a une nécessité de faire plus d'étapes dans certains choses. Mais oui, je pense qu'en effet, il y a un aspect algébrique. Dès qu'on fait des renormalisations, il y a un aspect algébrique. Et d'ailleurs, la renormalisation, comme tu sais, beaucoup de domaines vus sur l'approprié. Il y a par exemple des gens comme Alain Cohn, il étudie beaucoup la renormalisation du point de vue complètement algébrique. Donc du coup, en effet, là, j'étais très analytique, mais je pense que les procédés de renormalisation en théorie quantique des champs peuvent être vus de manière complètement algébrique. Mais moi, dans ce que je travaille, je n'ai jamais eu besoin. Et si un jour j'ai besoin, je te dirai. Pour l'instant, je ne peux pas te dire plus. Mais c'est dans la partie renormalisation que ça intervient. Jules, et puis j'avais un corollaire de la question. Là, on renormalise dans l'équation, ça fait apparaître un terme CN divergent. C'est quoi le sens physique du coup de résoudre cette équation avec un terme? Ça, c'est une bonne question. Alors, il y a CN et CN, d'accord. Vu comme ça, si on voit les choses du point de vue EDP, en fait, j'ai fait un exposé à IHE mardi, justement, je parlais à ce sujet. Donc, je vais essayer de le dire en 3 mots, parce que j'ai discuté 1 heure à IHE. Donc, en fait, si on s'intéresse, mon point de vue ici, c'était vraiment EDP. Je prends l'EDP, je veux le résoudre dans un espace fonctionnel. Si je suis dans ce cadre, le fait que j'ai enlevé ces n théorèmes avec O et Pukovnik ou là lorsqu'ils font de la chaleur, c'est vraiment artificiel parce que tu as changé l'équation et en fait tu n'as rien à dire. Tu passes à la limite, mais dans des équations, il y a une constante qui est. Et ça, c'est en effet pas très net si ton problème, c'est de résoudre le problème du Cauchy. Si tu es maths pur, si tu veux faire, voilà, je fais maths pur, je veux résoudre une ODP qui m'a été donnée par je ne sais pas qui et je veux voir dans quel espace je peux le résoudre. Après, si tu t'intéresses à des limites micro-macroscopiques, donc ce mardi, justement, j'ai fait un exposé au séminaire là, de Laure Saint-Raymond et Gols et HES. Là, j'ai parlé justement d'une limite micro-macroscopique pour l'équation des ondes. Et là, en fait, je peux refaire l'exposé si tu veux. Si tu pars d'un modèle microscopique avec un potentiel donné, et ce potentiel, il n'y a rien comme Cn, comme tu dis. Et donc un modèle microscopique que je ne pourrais pas te dire, lorsque tu fais le passage de micro-macroscopique, le modèle macroscopique contient d'une manière naturelle les constantes Cn. D'accord? Donc, les constantes Cn peuvent arriver d'une manière micro-macroscopique si tu acceptes de ne plus regarder le problème de Cauchy d'une EDP non linéaire, mais si tu entres dans la problématique, un passage micro-macroscopique. Et donc, dans ce passage, ce que je dis, c'est qu'au niveau microscopique, tu n'as pas de constante Cn, et après, à cause d'un rescaling que tu fais sur l'équation, la Cn t'apparaît naturellement. Donc, en tout cas, si tu es intéressé, je vais t'envoyer mes slides de l'exposé que j'ai fait à IHES. C'était vraiment sur cette question. Donc, la réponse est si tu veux rester EDPiste, maths pur, on pourrait être traité de quelqu'un qui a un peu changé l'équation pour tricher. Mais si tu te poses la question en termes passage micro-macroscopique, alors là, les constantes peuvent devenir de matière naturelle. Oui, Jean-Yves. Donc avec AS qui est plus petit qu'un U, qui peut aller presque jusqu'à 0. Oui. Et la solution U, tu dis que c'est pour une solution U qui est continue à valeur HS. Oui. C'est le vrai U3 ou c'est le U3 Roland? Le vrai. Dans le théorème avec Burke, c'est le vrai. C'est-à-dire que ta solution U, tu démontres qu'elle est. Tu démontres que U3 est défini au sens de distribution. Parce qu'il a une partie de l'équation qui est probabiliste et tu as une manière de définir le cube, un peu comme là au début, et une manière qui est déterministe qui est mieux. Oui, c'est une bonne question. Oui, d'accord, parce que tu as, parce que tu as le CN. De quel théorème? Dans celui-là, par exemple. Celui-là, par exemple. Voilà. Dans celui-là, il n'y a pas U3, c'est le vrai U3. Et donc, ça veut dire que tu le définis au sens des distributions dans ta démonstration. Oui, c'est une conséquence de la démonstration. Et une partie de la démonstration, c'est de dire pourquoi ma solution U3 est dans l'oncle. Et donc, pour la démontrer, tu as justement la décomposition que j'ai dit à la fin, U1 plus U2. Donc, la partie aléatoire, elle est dans L1 pour une raison, et c'est la même que les injections de Sobolev aléatoires que j'ai parlé au départ. Et la partie U2, qui est mieux, elle est en fait dans un champ, et donc tu peux la définir.
D'accord? Il y a, en effet, ce que tu dis n'est pas trivial, c'est une conséquence de la. De toutes les manières, ce que je dis est vrai, je n'ai pas dit pourquoi, mais en effet. C'est dans la démonstration que tu vois que U3 est bien défini, en plus pour une raison plus subtile, parce que U a deux morceaux. D'accord, tu sais la mettre dans un espace ou... U n'est pas dans un espace. Il y a U1 qui est dans un espace et U2 dans un autre espace, et les deux ne sont pas inclus dans l'autre, en fait. Mais les deux impliquent quand même convergence sans distribution. C'est ça qui est un peu subtil. La partie Q2, elle est dans un espace de Sobolev négatif ou tu sais pas? Alors là, tu es mal, mais là, je ne suis pas dans une telle situation. U1. Ah, mais U3. U3, est-ce qu'il est dans un espace de Sobolev? Non, il est dans un unlock. Il est dans un unlock. Il est dans un unlock, donc une distribution. Mais il n'est pas. Je continue à dire. Donc, la solution U se décompose comme une U1 plus U2. U1 a des propriétés qui viennent de l'aléatoire, qui ne sont pas suffisamment bons pour dire que tu es dans un HS. Tu restes au niveau Sobolev, comme tu l'as bien remarqué, tu as L2, pas plus. Mais au niveau LP, tu es mieux, grâce à ce que j'ai expliqué au début de mon exposé. OK? Et après, il y a eu U2, qui lui, il est comme dans les théorèmes que toi, tu as regardé. Il est vraiment dans un champ, en fait, ou un truc comme ça. Et c'est la somme des deux qui, en effet, est là en Q. C'est quelque chose comme ça. D'autres questions dans la salle? Alors, je m'adresse maintenant aux gens à distance, si vous voulez poser des questions. Si vous voulez poser des questions, vous prenez la parole. Qui veut poser des questions à distance? Apparemment, personne. Ils sont HS. Voilà. Alors, encore une question de François. Vas-y, vas-y. Oui, dans ce théorème-là, donc, en fait, ce théorème dit que U se décompose en U1 plus U2 et que ça permet de définir le cube. Est-ce qu'il y a un résultat d'unicité correspondant? Déjà, voilà, je l'ai dit dans cette ligne. L'unicité, c'est quelque chose déjà pour les probabilistes. C'est une très bonne question parce que c'est vraiment une histoire de culture. Dans les milieux des justement probabilistes que je fréquente un petit peu, ça pour eux c'est une unicité. Que la limite a une unique limite. Donc ouais, pour avoir une unicité, il faut avoir approximation et dans cette approximation, tu as une unique limite. Ce qui est unique, c'est la limite et il n'y a pas deux limites différentes. Tu vois ce que je veux dire? En gros, ce qui t'intéresse, c'est que c'est un peu comme si vous connaissez bien la loi de conservation, je vais le dire. Donc, dans la loi de conservation, l'unicité peut être plus ou moins forte. Donc, tu pourrais juste dire que tu prends les approximations visqueuses, là, c'est des objets lisses, elles convergent dans une touche. C'est déjà une unicité. Et elle est unique parce que ce n'est pas une modulo de sous-suite. C'est vraiment toute la suite qui converge. Donc, il y a beaucoup de probabilistes pour qui ça suffit. Parce qu'ils étudient. Après, nous sommes des EDPistes. Et après, on a des théorèmes d'unicité comme tu aurais plus aimé. C'est qu'on pourrait dire, mais là, je ne voulais pas entrer dans ces détails, on pourrait dire que notre objet est unique dans une classe, qui est l'évolution libre, c'est-à-dire la solution linéaire, plus un cadre fonctionnel donné. Et ça, c'est un théorème que les EDPistes achètent. Quelque part, il existe une solution, la limite satisfait, et il n'y a pas une autre solution qui peut s'écrire dans une certaine structure, qui est l'évolution libre plus quelque chose de plus un espace fonctionnel. Et ça, c'est une unicité, comme un EDP, on écrit tout le temps. Mais je vous assure que j'ai discuté avec des collègues en probabilité, etc., dont la culture est un peu différente. Ce qui les intéresse, c'est de définir le processus limite, en fait. Et que quelque part, leur bataille, c'est d'éviter le passage sous une sous-suite. Parce que quelque part, passer dans une sous-suite, il a toujours des méthodes de compacité, etc. Et faire que toute la suite converge, c'est là où est la difficulté du problème. Et quelque part, dans quel sens on résout le DP? Est-ce qu'on est unique dans un cadre, comme on aime dire? C'est une question, finalement, j'étais surpris, il ne les intéresse pas énormément. Mais après, c'est une histoire de culture. Et moi, bien sûr, j'ai la culture EDP. D'ailleurs, je le dis là. We can prove uniqueness in the suitable functional framework. Tu vois, ça répond à ta question, sauf que je ne l'ai pas fait. Il y a un cadre fonctionnel qui n'est pas, c'est plutôt la partie, disons, l'équation linéaire plus quelque chose de plus réduit. Et voilà, ça répond. Parce que si tu veux, bon, je suis d'accord que déjà avoir la convergence de toute la suite, c'est ça la difficulté. C'est bien. Mais la question immédiatement qui se pose, on fait des choses comme ça, hein, oui. On fait en EDP. Hein, c'est, d'accord, mais c'est pour une approximation très spéciale. Et donc, si je bouge un peu dans l'approximation, est-ce que je fais une deuxième approximation, je vais de nouveau avoir toute une suite qui converge. Et est-ce que les deux limites sont les mêmes? Je suis entièrement d'accord avec toi. Et je suis entièrement d'accord, et c'est pour ça que les choses qu'on dit sont utiles. Mais il y a des situations où finalement, on ne sait même pas ce que l'objet limite satisfait, etc. Donc, du coup, on se
contente. C'est des questions de proba, ce n'est même pas une UDP derrière. Parce que là, il s'agit des convergences, des processus stochastiques, etc. Donc, des fois, il n'y a même pas une équation derrière qui, en effet, peut être un truc pour te donner cadre comme on aime. Mais il y a des situations où le problème, c'est vraiment une limite. La nature te donne une limite, en fait. Et tu dis, est-ce qu'elle est unique ou pas? Et déjà, si tu montres qu'elle est unique, c'est un grand travail. Parce que dans cette thématique, assez gratuitement, tu as des théorèmes un peu mou de compacité. Et la question, c'est de passer de sous-suite à toute la suite. Mais là, je suis d'accord avec toi. Hein, on est avec la même culture. Hein, je suis pas en train... Mais est-ce qu'on peut faire ce type de méthode pour donner saut sur le top? Non, je pense pas. En tout cas, c'est, comment dirais-je, que ce soit Haier, que ce soit Bourguin ou nous, on est sur un problème où il y a un flot régulier. Si l'objet de la donnée initiale est régulière, il existe une solution régulière. Chez Haier, pour la chaleur, par exemple, si le bruit blanc c'était un bruit de classe C2, il n'y a pas de difficulté. Et après, la difficulté, c'est d'étendre ce théorème à bruit pas régulier. Nous, avec Nicolas Burke, j'ai commencé par ce qui est écrit dans Rita Simon. Si le donnée initiale est dans H1,2, il n'y a pas de difficulté. Donc, ce sont des théorèmes où tu as déjà le flot régulier et tu l'étends à régularité basse. Tu peux dire que c'est immédiatement que ce n'est pas une problématique intéressante. Je ne veux pas dire que ce n'est pas vrai. Mais il ne faut surtout pas. En tout cas, cette idéologie, je pense que Navier-Stokes peut être vraie, mais pas ces méthodes. Parce qu'en fait, pourquoi elle peut être. Voilà, faisons un peu science-fiction. Pour Navier-Stokes, en fait, ici, l'idéologie, c'est qu'il faut une randomisation et une approximation. Donc, ça, je pense que c'est une philosophie qui existe. Donc, finalement, il a deux choses. Et donc, pour Navier-Stokes, on peut imaginer qu'il a une randomisation, mais ensuite, il faut aussi une bonne approximation. Donc, finalement, je pense que si un jour on débloque un peu, ce serait un truc de style comme ça, un théorème plus faible que ce qu'on attend. C'est plutôt dans le cadre d'une randomisation. Si on exhibe une bonne approximation, peut-être il a une unique limite. Ça ne va pas résoudre le théorème de Navier-Stokes, mais ce sera un théorème. Enfin, moi, je pense que c'est cette idéologie qui peut-être un jour pourrait être. Mais ce n'est pas avec ces méthodes de gestion de soulève presque sûr, etc. Parce que la situation est différente. Il s'agit de solutions. On n'a pas de solution régulière. Donc, du coup, c'est quelque chose. Ce sont des randomisations qui devraient toucher plutôt la difficulté des. Je ne sais pas. En tout cas, ces techniques-là, je pense. En fait, peut-être que je me trompe, mais je pense que les techniques, non, mais la philosophie, oui. C'est pas fait, Fuxine fait beaucoup de choses. Je ne sais pas de quoi tu parles. Dans le problème Navier-Stokes, là, 3D, je ne connais aucun théorème où on a randomise dans le cadre des solutions régulières. Je ne connais pas. Exactement, c'est un autre problème. Mais après, comme je dis, l'idéologie, elle n'est pas exclue, parce qu'il y a une philosophie là, n'est-ce pas? Et pour ça, j'insiste sur la philosophie. Randomisation plus approximation. Il a deux mots clés. Pas uniquement randomisation, il y a aussi l'approximation. Changer l'équation, le reste, c'est chaud. Bon, écoute, je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne sais pas. En fait, peut-être, je ne sais pas. C'est la deuxième scale, tu peux l'équation. Ok, bon, les équations fluides, ça va être en salle café, donc on va remercier Nicolas et